Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ce cours consacré à la maladie d'Alzheimer. Il s'agit de la première présentation dans le cadre de ce MOOC. Première présentation qui est consacrée à ce qui se passe dans le cerveau des patients. En premier, je voudrais vous rappeler que ce MOOC est réalisé dans le cadre du projet Transinnov Longévité, un projet qui est développé en partenariat avec l'Université Pierre et Marie Curie et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Alors, la maladie d'Alzheimer, vous savez, est une maladie neurocognitive qui se développe dans le cerveau et il y a un grand nombre de recherches qui ont porté sur ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, car réellement c'est une voie importante pour comprendre la physiopathologie et peut-être dans l'avenir mettre au point des traitements efficaces pour contrôler cette maladie. Donc voici la position de cette présentation dans tout notre cours. Comme vous voyez, donc c'est le premier cours, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, et nous verrons ensuite l'histoire naturelle, les symptômes, les diagnostics, la prise en charge et d'autres sujets encore importants pour la maladie d'Alzheimer. Quelle est la cause de la maladie d'Alzheimer? Quelles sont les causes de la maladie d'Alzheimer? Eh bien aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'on ne les connaît pas avec certitude. Il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont formulées, le rôle d'agents infectieux, le rôle de l'inflammation, le rôle de facteurs génétiques, le rôle favorisant du vieillissement, le rôle de facteurs vasculaires encore, et bien évidemment il est probable que chacun de ces composants puisse jouer et interagir pour générer cette maladie très complexe qu'aujourd'hui on n'arrive pas encore entièrement à comprendre, en tout cas à comprendre son origine, même si, vous allez le voir, on connaît un peu mieux une série de mécanismes qui se produisent dans le cerveau de ces patients. L'histoire de cette maladie, elle commence au début du XXe siècle grâce à Aloysius Alzheimer, qui est un neuropsychiatre allemand et qui a suivi une patiente, Augusta Deter, donc qui est une femme jeune qui a développé ce qu'on appelle des troubles cognitifs avec un syndrome démentiel progressivement. Et alors, Alzheimer a décrit l'histoire de cette patiente, il a observé les symptômes, il a suivi cette patiente pendant plusieurs années. Et en fait, une de ses apports majeurs pour cette maladie, c'est que lorsque sa patiente est décédée, eh bien, il a eu la possibilité d'étudier le cerveau de cette patiente, et notamment au microscope, qui était le microscope commencé à peine dans ces années-là à être disponible, et c'est lui qui a observé pour la première fois ces fameuses plaques amyloïdes et ces amas neurofibrillaires que l'on observe dans le cerveau des patients. Et chose très intéressante et novatrice, il a fait tout à fait le lien entre les symptômes de sa patiente et ces lésions qu'il a découvertes au microscope dans le cerveau de la patiente. Alors bien sûr, ça a fait l'objet de publications et de rapports sur cette découverte, si bien que son nom est resté pour décrire cette maladie, la maladie d'Alzheimer. Alors, ces lésions du cerveau, à quoi ressemblent-elles? Qu'est-ce qu'a vu Alois Alzheimer sous son microscope? Eh bien, vous voyez à peu près sur cette diapositive ce qu'il a pu voir. En haut à gauche, vous avez ces plaques amyloïdes. C'est des gros amas de substances amyloïdes qui se développent entre les neurones dans l'espace intercellulaire, et puis vous voyez en bas à droite des exemples d'amas neurofibrillaires qui sont des lésions qui se développent dans les neurones. Vous voyez qu'ils ont une forme un peu triangulaire, et c'est les deux stigmates importants dans cette maladie, les plaques amyloïdes et les amas neuronaux neurofibrillaires. Alors voici une représentation schématique qui est peut-être un peu plus illustrative que la coupe au microscope, où vous voyez effectivement l'aspect un peu d'un cerveau normal, et puis ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer avec ces amas de plaques amyloïdes entre les neurones et ces amas neurofibrillaires à l'intérieur des neurones. Alors bien évidemment, les chercheurs ont beaucoup travaillé pour essayer de comprendre comment se former ces plaques amyloïdes et ces amas neurofibrillaires, et je vous propose un voyage au cœur de ces plaques amyloïdes dans un premier temps
pour voir ce qui se passe. Eh bien, ces plaques amyloïdes sont formées de dépôts d'une petite molécule protéine qu'on appelle le peptide A-bêta, que vous voyez représenté sur cette diapositive. Et ces peptides A-bêta s'agrègent les uns aux autres pour former ce gros amas entre les cellules que représente la plaque amyloïde. Alors, d'où viennent ces peptides A-bêta? En fait, ils viennent d'une plus grosse protéine, une protéine qui est normale, que l'on trouve chez tout le monde dans la membrane des neurones, que l'on appelle APP, APP signifiant le précurseur de la protéine amyloïde. Eh bien, dans des conditions normales, cette protéine APP est clivée pour former des peptides plus petits, des protéines plus petites qui ne sont pas toxiques et même dont certaines pourraient jouer un rôle physiologique, un rôle intéressant pour les neurones. Eh bien, ce qui se produit dans la maladie d'Alzheimer, c'est que cette protéine APP, elle est coupée au mauvais endroit, à un endroit différent de la clivure normale, ce qui est représenté ici en rouge, et avec l'influence d'un certain nombre d'enzymes, ça va conduire à la formation de cette peptide bêta-amyloïde d'une façon excessive et qui va se agréger au niveau de l'espace intercellulaire et générer ces plaques amyloïdes dont on pense qu'elles jouent un rôle très important dans la constitution des symptômes et le développement de cette maladie. Sur cette diapositive, les choses seront présentées d'une façon schématique, mais vous voyez la membrane du neurone avec la protéine APP. Et tout ce qui se passe vers la gauche, ça va être le métabolisme normal, c'est-à-dire le clivage dans des produits qui ne sont pas toxiques. Eh bien, si on regarde la voie anormale qui va conduire à la formation de la plaque amyloïde, ce qui est représenté sur la droite, vous voyez que le clivage se fait différemment avec des enzymes différents et vont générer la formation du peptide amyloïde qui est en cause dans la formation de ces lésions. Je vous propose maintenant un voyage au cœur des amas neurofibrillaires que l'on trouve à l'intérieur des neurones des patients qui souffrent de cette maladie. Eh bien, lorsque on examine ces amas neurofibrillaires en microscopie, notamment en microscopie électronique, parce que c'est des structures très très petites, on voit en fait qu'il s'agit d'un réseau de microtubules. Les microtubules sont situés d'une façon normale à l'intérieur de la cellule. Les microtubules sont comme des sortes de rails à l'intérieur de la cellule qui permettent aux neurones de transporter un certain nombre de substances d'un endroit à un autre de la cellule, et notamment le long des axones, vous savez, qui sont ces fibres nerveuses qui naissent d'un certain nombre de neurones. Eh bien, ces microtubules sont tout à fait anormaux dans la maladie d'Alzheimer, au point qu'on les voit d'ailleurs au microscope, parce qu'on ne les voit pas à l'état normal, avec des colorations normales. Et quand on va un peu plus au cœur de l'analyse de ces microtubules, on voit qu'il y a une protéine qu'on appelle la protéine Tau. C'est une protéine qui sert un peu à maintenir ces microtubules cohérents, parce que ces microtubules sont formés de l'association d'un certain nombre de molécules. Donc en fait, la protéine Tau, elle est un peu une sorte de liant, de stabilisateur de ces tubules. Et bien cette protéine Tau, elle subit des modifications dans la maladie d'Alzheimer, notamment une transformation chimique avec la fixation de groupements phosphorylés. Donc on dit que la protéine Tau est anormalement phosphorylée dans cette maladie d'Alzheimer, et cette phosphorylation change ses propriétés et entraîne un dysfonctionnement de ce système microtubulaire. Et alors on conçoit que les neurones dont le système de microtubules est ainsi atteint et dysfonctionnant, eh bien, puissent mal fonctionner eux-mêmes et certains neurones même mourir et disparaître. Alors ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ces lésions se développent d'une façon très particulière dans le cerveau, et elles ne se développent pas de façon totalement parallèle. Je m'explique. Les plaques amyloïdes, on commence par en trouver de nombreuses disséminées un petit peu dans tout le cortex, et vous voyez qu'au fil des années, puisque c'est une évolution très très lente sur plusieurs années, vous voyez que le cerveau s'enrichit en plaques amyloïdes et ensuite vont converger vers des zones comme l'hippocampe dont on va reparler tout à l'heure.
Eh bien, si on regarde ce qui se passe pour les amas neurofibrillaires, vous voyez que c'est très différent. Au contraire, ça démarre dans des zones proches de l'hippocampe et du centre du cerveau, et ça va se développer petit à petit pour gagner d'autres parties du cerveau et l'ensemble du cortex, et on voit un peu un développement un petit peu différent au point de vue cinétique entre les deux types de lésions. Alors, si on regarde les régions les plus touchées, eh bien, il y a une zone très particulière du lobe temporal qu'on appelle l'hippocampe, qui est véritablement très impliqué, très touché par cette maladie, et on sait par beaucoup de travaux d'origine différente que l'hippocampe semble tout à fait impliqué dans le fonctionnement de la mémoire, la mémorisation, le rappel, et on a appelé cette structure l'hippocampe parce que vous voyez quand on la dissèque, ce qui vous est représenté là, ça ressemble, je dirais, un petit peu à un hippocampe, ce bel animal marin. Et donc, en fait, ces lésions cérébrales qui vont toucher ces régions de l'hippocampe et l'amygdale notamment, et un certain nombre de réseaux neuronaux qui sont en connexion avec l'hippocampe, peuvent expliquer, dans une certaine mesure, les troubles cognitifs et notamment les altérations de la mémoire qu'on observe dans cette maladie. Alors les conséquences de ces processus neuropathologiques qui se développent dans le cerveau sont nombreuses, donc je ne vais pas toutes les détailler, mais les principales conséquences sont les suivantes. Un neuromédiateur que l'on appelle l'acétylcholine voit ses quantités fortement diminuer dans le cerveau en cas d'atteinte de type Alzheimer, et ce neuromédiateur joue probablement un rôle important dans la mémoire, et une des thérapeutiques que l'on propose dans cette maladie vise justement à augmenter les concentrations cérébrales de ce neuromédiateur. Ce qui se produit aussi, c'est qu'il y a une activation de certaines cellules qu'on appelle les cellules gliales, qui sont là un peu, si vous voulez, pour faire de la phagocytose, nettoyer un certain nombre de lésions, et ça va déclencher aussi un certain nombre de réactions inflammatoires. C'est finalement probablement des réactions de l'organisme vis-à-vis de ces lésions neuropathologiques, peut-être pour essayer de lutter contre elles. Et cette inflammation qui se produit dans le cerveau va avoir des conséquences qui sont délétères pour le fonctionnement cérébral. Autre type de conséquences, il va y avoir une souffrance d'un certain nombre de cellules et des morts cellulaires qui vont se produire petit à petit, et ça va se traduire finalement au plan de l'ensemble du cerveau par ce qu'on appelle une atrophie, c'est-à-dire que la quantité de cellules et la taille du cerveau va diminuer, et ça par exemple ça se voit très bien en imagerie cérébrale, puisque l'on peut observer des signes, je vous en montrerai au cours de ce cours, d'atrophie cérébrale, par exemple en faisant un scanner ou une IRM cérébrale. Alors parmi les grands progrès effectués au cours des dernières décennies, figure la mise au point de modèles animaux de maladie d'Alzheimer. Finalement, à l'aide des techniques de manipulation génétique, on peut insérer chez des souris un certain nombre de gènes, et ça a pu être montré qu'en modifiant certains gènes, notamment liés à la protéine APP dont je vous ai parlé un peu plus tôt, mais aussi en modifiant d'autres gènes qui concernent ces enzymes qui jouent dans le métabolisme de cette APP, on pouvait avoir des souris chez lesquelles on voit apparaître des plaques amyloïdes au cours de leur vieillissement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces souris aussi développent des troubles fonctionnels, notamment sur des tests de mémoire spatiale qui sont adaptés pour ces animaux, vont avoir un certain nombre de troubles. Et alors le modèle animal, bien sûr, c'est intéressant parce que ça permet aux chercheurs de tester relativement facilement un certain nombre de thérapies potentielles pour essayer de découvrir des thérapies efficaces, et c'est beaucoup plus facile à faire sur des modèles animaux bien sûr que de faire des essais directement chez l'homme. Donc ça peut être quelque chose qui va aider la recherche à identifier des stratégies thérapeutiques intéressantes à travailler pour les mettre au point pour les patients. Que se passe-t-il? Eh bien, une protéine
sous l'action peut-être de structures comme les micro-ARN ou les protéines chaperones, eh bien va changer de forme et va être capable de transférer cette nouvelle forme à la molécule voisine. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, vont se créer des structures nouvelles, qui sont des structures filamentaires, d'habitude, des structures de type amyloïde d'ailleurs, et ces structures nouvelles, pathologiques, vont se déplacer dans le cerveau. Se déplaçant dans le cerveau, elles vont envahir peu à peu le cerveau, entraîner une mort neuronale, et cette mort neuronale, eh bien, va être responsable de la maladie d'Alzheimer. On explique maintenant, par le phénomène de transconformation, ce cheminement des protéines pathologiques. Et le point important pour ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, c'est que ces protéines pathologiques, en particulier la protéine tau, qui est celle en fait qui est très proche de la mort neuronale, eh bien, cette protéine tau, on la voit apparaître de façon anormale très tôt au cours du développement, chez l'enfant, chez l'adolescent, et elle va peu à peu progresser. Simplement, chez certaines personnes, eh bien, elle progresse doucement, et alors cela n'entraîne pas de mort neuronale et donc de maladie d'Alzheimer. Et chez d'autres personnes, eh bien, elle va progresser plus vite. Et bien entendu, à ce moment-là, eh bien, la maladie d'Alzheimer surviendra pendant la vie de la personne. C'est-à-dire en général à partir de 65 ans et puis de plus en plus fréquemment lorsqu'elle vieillit. Et ce qui est intéressant dans cette découverte, c'est qu'on a des idées de moyens de supprimer la transconformation. Et comme celle-ci apparaît très tôt, eh bien, on pourrait très bien supprimer, bloquer le processus avant qu'il ne se développe de façon trop importante, entraînant des morts neuronales et donc l'apparition de la maladie d'Alzheimer clinique, c'est-à-dire des troubles de la mémoire, par exemple, et des troubles du comportement et tous les autres troubles, le langage, etc., qui caractérisent justement cette maladie. Ce qu'on appelle les stades précliniques de la maladie sont des stades au cours desquels il n'y a absolument aucun symptôme, le patient ne se plaint de rien, et si par hasard on fait un examen cognitif, cet examen cognitif est rigoureusement normal. Pour autant, la maladie a déjà débuté, ce que l'on peut voir maintenant grâce au progrès de ce qu'on appelle les marqueurs biologiques et radiologiques. Et ces marqueurs biologiques et radiologiques permettent de voir qu'il y a déjà au niveau du cerveau le dépôt de la fameuse protéine amyloïde qui est probablement la première étape de la cascade des lésions. Et cette protéine amyloïde, on la voit soit en radiologie, ce qu'on appelle le PET scanner amyloïde, qui permet de visualiser les lésions, ce qui est absolument extraordinaire, soit en faisant une ponction lombaire, et on voit là une diminution des taux d'amyloïde dans le liquide céphalorachidien. Pourquoi une diminution? Parce que cette protéine s'est déjà fixée sur le cerveau. Donc, à cette période de la maladie, on peut identifier des lésions, mais il n'y a pas de signes cliniques et de plainte du malade. C'est important, pourquoi? Parce que dans un certain nombre de mois ou d'années, nous ne savons pas, nous espérons disposer de médicaments qui permettraient d'interrompre le cours de cette maladie à son tout début, avant même l'apparition des signes cliniques. Mais bien évidemment, tout cela est du domaine de la recherche. Donc au total, vous avez compris que tout ce qui se passe dans le cerveau, c'est quand même assez complexe. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme un puzzle. On sait qu'il y a un certain nombre de processus qui se produisent. On ne sait probablement pas tout. On ne connaît pas forcément l'ensemble de l'assemblage ni les séquences qui se produisent. Mais on a fait quand même des progrès énormes pour comprendre l'origine de cette maladie. On sait qu'il y a des facteurs génétiques, des facteurs vasculaires, de l'inflammation, que le vieillissement joue un rôle. Et on espère dans l'avenir pouvoir identifier, compléter ce puzzle et comprendre davantage la maladie pour mettre au point des traitements plus efficaces que ceux dont on dispose aujourd'hui.
Alors j'espère que cette première présentation dans le cadre de notre cours vous aura intéressé, aura répondu à certaines de vos attentes. Je vous invite d'ailleurs à tester vos connaissances à l'aide du petit quiz associé à cette présentation. Vous voyez ici la progression de notre cours. Notre prochain cours, je vous donne rendez-vous pour nous y retrouver. Nous parlerons ensemble de l'histoire naturelle de la maladie. On va définir un certain nombre de termes, parler de l'évolution naturelle de la maladie, des facteurs de risque, des choses tout à fait importantes pour bien comprendre cette maladie. Voilà, j'espère que tout cela vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour la suite de notre cours.